À 8h15, dans le terminal bondé de l'aéroport d'Orly, Samuel Ndiaye, PDG d'une entreprise technologique africaine en pleine expansion, attendait d'embarquer sur un vol Airlux à destination de Dakar. Avec son billet de première classe en main, il s'avançait vers le comptoir d'enregistrement, confiant et pressé de conclure une fusion majeure. Mais un employé zélé, doutant de sa place en première classe, l'humilia publiquement en lui refusant l'accès. Ce qui semblait être une simple erreur allait déclencher une cascade d'événements, aboutissant à la chute spectaculaire d'Airlux, une compagnie déjà fragilisée. Un appel de Samuel à un allié puissant scella son destin. Samuel, 42 ans, était une figure respectée dans le monde des affaires. Né à Dakar, il avait bâti sa fortune grâce à une start-up de fintech qui révolutionnait les paiements mobiles en Afrique. Ce jour-là, il voyageait pour finaliser un partenariat avec une banque internationale, un contrat de 2 milliards d'euros. Son billet de première classe, réservé des semaines à l'avance, témoignait de son statut. Pourtant, lorsqu'il présenta ses documents à l'agent d'embarquement, une femme d'une trentaine d'années nommée Claire Dubois, il sentit une tension immédiate. « Monsieur, vous êtes ce que c'est votre billet ?» demanda Claire, son ton mêlant scepticisme et condescendance. Samuel, habitué à ce genre de microagression, répondit calmement. « Oui, c'est bien mon billet. Première classe, siège 2A. » Claire scruta sa carte d'embarquement, puis son passeport, avant de lever les yeux vers lui. « Je vais devoir vérifier. Attendez ici. » Sans explication, elle s'éloigna, laissant Samuel debout sous les regards curieux des autres passagers. Quelques minutes plus tard, Claire revint avec un superviseur, Marc Lefebvre. « Monsieur, il y a un problème avec votre réservation. La première classe est complète. Vous devrez voyager en classe économique. » Samuel, interloqué, produisit une confirmation électronique de sa réservation. « J'ai payé 4 500 € pour ce siège. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ?» Lefebvre, visiblement mal à l'aise, murmura quelque chose à Claire, qui insista. « Nous avons surbooké. C'est tout. » Mais Samuel n'était pas dupe. Il remarqua que d'autres passagers, tous blancs, étaient admis en première classe sans problème. « Est-ce à cause de mon apparence ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais contenue. Claire rougit, mais Lefebvre intervint. « Monsieur, ne faites pas d'accusations infondées. Suivez-nous au comptoir pour régler ça. » L'humiliation publique s'intensifia lorsque Samuel fut escorté hors de la file, sous les murmures des autres voyageurs. Plutôt que de céder, Samuel prit une profonde inspiration et sortit son téléphone. Il composa le numéro de Jean-Marc Dubois, président d'un fonds d'investissement français, actionnaire majoritaire d'Airlux. Les deux hommes s'étaient rencontrés lors d'un sommet économique à Paris, et Samuel savait que Dubois avait le pouvoir d'agir. « Jean-Marc, c'est Samuel Ndiaye. Je suis à Orly, et Airlux me refuse l'accès à la première classe pour des raisons douteuses. » Il expliqua brièvement la situation, insistant sur le traitement discriminatoire. Dubois, furieux d'apprendre qu'un client de son statut était traité ainsi, promit d'intervenir immédiatement. Moins de 10 minutes plus tard, le téléphone du comptoir sonna. Lefebvre répondit, son visage pâlissant à mesure qu'il écoutait. « Oui, monsieur le président. Bien sûr, je comprends. » Lorsqu'il raccrocha, il se tourna vers Samuel, balbutiant des excuses. « Monsieur Ndiaye, il y a eu une erreur. Votre siège est disponible. Veuillez nous suivre. » Mais Samuel, profondément offensé, refusa. « Je ne voyagerai pas avec une compagnie qui me traite ainsi. Vous aurez de mes nouvelles. » Il annula son vol et prit un avion d'une compagnie concurrente plus tard dans la journée. Dès son arrivée à Dakar, il contacta son équipe juridique et lança une plainte officielle contre Airlux pour discrimination raciale. Il alerta également ses contacts dans les médias, partageant des captures d'écran de sa réservation et des témoignages de passagers témoins de l'incident. L'histoire explosa sur les réseaux sociaux. Des hashtags comme hashtag boycott Airlux et hashtag justice pour Samuel gagnèrent en popularité, alimentés par des influenceurs et des militants des droits civiques. Les médias internationaux s'emparèrent de l'affaire, publiant des articles cinglants sur les pratiques discriminatoires d'Airlux. Des passagers partageaient leurs propres expériences similaires, révélant un problème systémique au sein de la compagnie. Airlux, déjà en difficulté financière en raison de dettes accumulées et d'une gestion inefficace, fut submergé par la crise. Les réservations chutèrent de 40% en une semaine. Plusieurs entreprises, dont celle de Samuel, annulèrent leur contrat de voyage d'affaires avec la compagnie. Dubois, consterné par l'ampleur des dégâts, ordonna une enquête interne. Les conclusions furent accablantes. Des témoignages d'employés révélaient des instructions implicites pour filtrer,
certains profils en première classe, souvent basés sur des préjugés raciaux. Samuel, déterminé à obtenir justice, porta l'affaire devant les tribunaux. Son équipe juridique, épaulée par des avocats spécialisés en discrimination, présenta des preuves solides, y compris des enregistrements de caméras de surveillance montrant le traitement différentiel des passagers. Lors de l'audience, Claire Dubois tenta de se défendre, arguant qu'elle suivait les ordres. Mais le juge, indigné par les preuves, rendit un verdict accablant. Airlux fut condamné à verser 10 millions d'euros à Samuel pour préjudice moral économique. L'impact financier fut dévastateur. Les actionnaires, voyant la valeur boursière d'Airlux s'effondrer, se retirèrent en masse. Dubois, sous pression, tenta de sauver la compagnie en licenciant plusieurs cadres, mais le mal était fait. Les créanciers, sentant la faillite imminente, exigèrent le remboursement immédiat des dettes. En moins de 3 mois, Airlux déposa le bilan, mettant fin à ses opérations. Des milliers d'employés perdirent leur emploi et les aéroports où la compagnie opérait furent plongés dans le chaos. Samuel, bien que satisfait du verdict, ne se réjouit pas de la chute d'Airlux. Lors d'une conférence de presse, il déclara « Ce n'est pas une victoire personnelle. C'est un signal que les entreprises doivent respecter chaque individu, quelle que soit son apparence. » Son histoire inspira des réformes dans l'industrie aérienne, avec des compagnies adoptant des formations contre les biais inconscients.